Bon, on va pouvoir débuter ce petit déjeuner très matinal, encore une fois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant toute chose, même si cet événement est virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce qu'on appelle maintenant le Canada. Donc, je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal. C'est un lieu qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Donc, par la présente, nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau, sur lesquelles je vous rejoins personnellement aujourd'hui. Et je tiens à les remercier pour leur hospitalité qui me permet de me rejoindre à vous dans de bonnes conditions. Donc, merci à tous et à toutes d'être ici. Tout d'abord, nous souhaitons remercier nos commanditaires et les organismes partenaires des dialogues qui ont permis l'organisation de ce bel événement. Les dialogues pour le climat, c'est 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates de la COP. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au COP ou sur des enjeux environnementaux québécois et canadiens. Pour accéder à l'ensemble de nos autres panels, je vais vous mettre le lien dans le chat, donc vous pourrez avoir accès à ça. Tiens à mentionner que cet événement est enregistré. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec ça, je vous invite à ne pas forcément ouvrir votre micro. Et au niveau des questions que vous pouvez les poser dans le chat sans problème tout au long du panel. Par contre, à la fin, on aura une période de questions, puis vous pourrez évidemment lever la main, puis je pourrai vous permettre de parler en activant votre micro. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos panélistes. Certaines d'entre elles sont à Dubaï et je laisserai Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat France, qui sera notre animatrice pour ce panel. Donc, merci d'être là avec nous. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous rejoindre ce matin et en fin de journée pour nous à Dubaï. Et la conversation va porter bien entendu sur les énergies fossiles qui sont au cœur des échanges ici à la COP. Et pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagnée par Caroline Brouillette, qui a un leadership exceptionnel au niveau du CANROC. Je tiens à le souligner. Et nous avons également Éric Pinault avec nous, qui est professeur au département de sociologie de l'UQAM, membre de la chaire de recherche de l'UQAM sur la transition écologique, de l'Institut des sciences de l'environnement et chercheur associé de l'IRIS. Donc, on devrait pouvoir parler de ce qui se passe à la COP concrètement, à savoir quand on parle du package énergie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, depuis quand on parle d'énergie fossile. Le fait est que justement, on a mis un peu de temps à réussir à intégrer le mot dans les décisions finales des COP. On reviendra un petit peu là-dessus. La nature de la présidence qui a donné un petit peu un coup d'accélérateur, je dirais, au sujet. Le fait qu'il n'y a pas seulement la société civile qui est présente, mais il y a également beaucoup de lobbyistes, 4 fois plus que la dernière COP. Et bien sûr, on fera un petit focus sur le Canada, qui justement, Caro vous expliquera pourquoi on porte tous cette casquette à la COP. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, on va y aller et je propose à Caroline qui nous explique un petit peu en fait où est-ce qu'on en est dans les négociations autour des enjeux fossiles. Et je sais que tu dois courir à une autre réunion, donc on va faire ça le plus rapidement possible. Désolée, enjeu technique. Merci Gaïa, merci tout le monde et désolée pour le chaos. Je pense que c'est un petit peu un chaos qui est représentatif de ce qu'on vit dans les COP. Alors, ça vous donne au moins un petit goût de ce qui se passe sur le terrain. Donc, aujourd'hui, c'est la journée de repos. On aborde la semaine 2 demain. La semaine 1 vient de se conclure. Et je pense que c'est important de nommer un peu en construisant sur ce que Gaïa disait, qu'on est vraiment à un point d'inflexion historique, mais c'est un point d'inflexion qui est au sein d'un paradoxe, en fait, par rapport à cette COP. Et donc, d'une part, on est à la COP où la capture du secteur des énergies fossiles sur le processus n'a jamais été aussi visible. On a parlé des 2400 lobbyistes qui ont été enregistrés cette année. C'est vraiment un chiffre record. Puis aussi, bien entendu, le conflit d'intérêts de la présidence, qui est aussi le PDG d'une compagnie pétrolière nationale.
Mais en même temps, l'autre côté de ce paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été aussi près mondialement à avoir une entente sur la sortie des énergies fossiles. L'année dernière, en Égypte, il y avait plus de 80 pays en langage de la Convention cadre des Nations unies qui s'étaient prononcés en faveur de cette sortie des énergies fossiles, incluant le Canada in extremis à la dernière minute. Cette année, c'est plus de 106 pays, la semaine passée, qui ont sorti une déclaration sur un phase down. Mais quand même, je pense que c'est important, surtout en tant que mouvement, de se dire que c'est un progrès jamais vu. On a des options en ce moment dans le texte du bilan mondial sur la sortie des énergies fossiles par rapport à une sortie juste et planifiée, orderly. Peut-être le orderly, c'est un peu plus difficile à traduire. Également la question d'un phase down des énergies fossiles. Donc, est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'est du jamais vu d'un point de vue historique et on est à une 28e COP. Donc, ces deux éléments combinés ensemble, c'est ça qui crée ce point d'inflexion historique et c'est vraiment à travers la prochaine semaine que ça va se jouer. Justement, on est ici avec nos collègues de la société civile internationale. Vous ne les voyez pas, mais il y a des groupes de travail à notre gauche et à notre droite pour discuter de comment on va focuser nos actions au cours de la semaine 2, travailler avec les parties qui sont les plus ambitieuses, les parties récalcitrantes. Je pense notamment à l'Arabie saoudite hier, qui était un peu en train de tout faire dérailler à cause de sa frustration par rapport à la question de la sortie des énergies fossiles qui est dans le texte du bilan mondial. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant, Gaïa, si ça te va. Mais c'est un petit peu où on en est. Et là, le rythme va vraiment s'accélérer parce que c'est des ministres qui prennent le bâton demain, donc qui vont s'attaquer aux questions plus politiques que les négociateurs, eux, ne peuvent répondre ne peuvent résoudre à leur niveau. Merci beaucoup, Caro. J'ajouterais aussi que quand on parle du paquet énergie, on parle pas seulement des énergies fossiles et du phase-out, on parle également du phase-in, notamment sur le triplement des capacités de renouvelables d'ici 2030, et on parle également du doublement de l'efficacité énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça doit être soutenu par des moyens financiers parce que ça doit être juste. On ne peut pas, les pays les plus responsables ne peuvent pas dire OK, on va à fond vers l'efficacité et le renouvelable sans mettre les moyens sur la table pour que ce soit accepté pour que les pays puissent faire leur transition. Ça, c'est la première chose. Et autre chose que j'ajouterais, c'est tout ce qui a trait aux subventions aux énergies fossiles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le FMI nous disait avant de partir en 2022, c'était plus de 7,1% du PIB mondial, 7 000 milliards de dollars qui allaient toujours en fait sous forme de subventions aux énergies fossiles. Donc on a vraiment besoin de cet argent, on a vraiment besoin que l'argent aille au bon endroit. Donc c'est aussi des éléments de discussion et des éléments de justice. Parce que quand on parle de finance, finalement, on parle de justice et c'est un élément important à avoir en tête parce que ça doit soutenir tout ce paquet ambitieux énergie. Merci beaucoup, Caro, pour le volet un peu international. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Eric et aller vers toi un peu plus sur vraiment le concept de transition juste. Comment il se met en place, comment il se concrétise, autant sur le process que le résultat. Quand on parle de transition juste, je pense que c'est des éléments à avoir en tête. Oui, ben, à l'origine, le concept de transition juste était un concept national. Hein. C'est un concept interne et qui est émergé autour des enjeux des travailleurs et travailleuses du secteur des énergies fossiles qui étaient pour être impactés par la lutte au changement climatique. Donc, de cette conception très étroite s'est élargie après ça encore autour de la notion de travailleur, travailleuse. C'était l'idée de manière plus générale dans l'économie à mesure qu'on faisait des transformations pour décarboner. C'était pour avoir des impacts en termes d'emploi, en termes de revenus. Et il fallait que ceux qui étaient le plus concernés puissent être partie prenante du processus de transformation de l'économie. Donc, c'est d'impliquer finalement les travailleurs, travailleuses dans le processus de décarbonation. Ça, c'est une conception très nationale, mais il y a une deuxième conception qui est internationale et qui part du fait que les émissions ont surtout été faites par les pays développés ou les pays les plus avancés sur le plan de l'économie mondiale. Il y a une dette historique de carbone que ces pays ont accumulée.
vis-à-vis de d'autres pays qui, eux, ont pu contribuer aux émissions globales et donc au changement climatique, mais qui sont les premiers impactés. On pense aux pays africains, aux nations insulaires. Et donc, il y a là, la transition juste se pose différemment. C'est l'idée qu'il devrait y avoir une compensation, un mécanisme de soutien des pays qui ont accumulé une dette écologique envers la planète, qui devrait se manifester par le transfert de revenus vers les pays qui ont besoin d'être accompagnés dans une transition puisqu'ils n'ont peut-être pas les moyens. À travers tout ça, jouent, je dirais, des pays intermédiaires, les BRICS, les pays producteurs de pétrole, qui, eux, sont ni très pauvres, ni je dirais, avec des économies très diversifiées, donc sont extrêmement dépendants des énergies fossiles pour le maintien d'un mode de développement qui est quand même assez prospère, hein, quand on pense aux pays, pays producteurs comme l'Arabie saoudite, mais aussi la Russie qui dépend énormément de ses revenus. Et là, il y a vraiment l'enjeu géopolitique. Comment ces pays-là ne demandent pas tant de l'aide que le droit d'extraire et le droit d'exporter. Et là, l'enjeu, et même le Canada, parfois, est dans cette logique du droit d'extraire, du droit d'exporter. Alors, nous, on se vante en disant qu'on a des énergies fossiles plus éthiques, plus propres qu'ailleurs, mais ce droit à l'extraction et à l'exportation, à partir d'une compréhension là, c'est Scope 2, là, donc c'est les émissions dans mon arrière-cour, mais où ça va être brûlé, ce n'est pas mon problème. Ils régleront ça là-bas. Ça l'engendre après ça, je dirais, une autre manière de comprendre la transition. Et la notion de justice, elle va être évoquée, mais un peu de manière, je dirais, comment dire ça, là? Je dirais que ça n'aide pas dans ces contextes-là. Et je crois comprendre qu'en ce moment, il y a un jeu, peut-être que vous qui êtes là-bas pouvez éclairer ça, mais je crois qu'il y a ce jeu à trois qui se joue. C'est-à-dire que les États-Unis vont dire, pour nous, la transition juste, c'est à l'interne, c'est nos travailleurs, on va les protéger. D'autres pays vont dire, pour nous, la transition juste, c'est le droit d'exporter, c'est le droit de continuer à extraire parce que c'est un levier de développement économique. Et d'autres pays vont dire, nous, on n'a rien à exporter en termes d'énergie fossile, mais on n'a pas les moyens de décarboner, on est extrêmement dépendant, on va être impacté et on veut un soutien des États qui ont accumulé cette dette écologique. Oui, Caro va ajouter quelque chose. Désolée, la coordination, c'est comme en live. Oui, en fait, Éric, justement, puis je pense que ce que tu décris, c'est un peu la logique de négociation qu'on voit dans la salle sur le programme de travail sur la transition juste. On a les pays du Nord, comme les États-Unis, le Canada, qui joue quand même un rôle plus constructif, qui, pour eux, vraiment, parle de la transition juste comme un élément absolument domestique. Il n'y a pas d'élément lié à la coopération internationale. Mais alors, la question se pose, pourquoi on en discute dans le cadre de négociations internationales? Et c'est sûr que on voit se déplacer dans les discussions sur le programme de transition juste des logiques qu'on voyait avant dans Response Measures, mesures de riposte, je pense en français, où c'est exactement, c'est l'Arabie saoudite et autres qui viennent instrumentaliser le concept finalement pour se prévaloir d'un droit de continuer et de maintenir le statu quo finalement. Mais ce qui est positif, c'est que notre réseau ici à Dubaï et je dirais il y a certains pays du Sud qui sont vraiment des voix positives en ce sens. Je pense notamment au Brésil qui viennent parler du programme de transition juste comme l'endroit où on vient discuter de l'aspect de la justice de la transition parce que la transition, elle est en train de se produire par l'entremise des mécanismes de marché. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va s'assurer d'intégrer à l'intérieur de la transition la protection des droits humains, des droits des travailleurs, des droits des femmes, des droits des peuples autochtones et toutes les questions de coopération. Et donc, comme Gaëlle disait tout à l'heure, l'aspect fondamental de la finance. Donc, il y a ces tensions-là. À chaque fois qu'on parle de finance, les pays du Nord deviennent récalcitrants. On voit ça aussi sur cette question. Merci beaucoup, Caro, pour les ajouts. Et j'aimerais maintenant, je vous propose de passer plus on l'a un peu abordé, mais les freins, les obstacles et les distractions, notamment quand on parle du package énergie. Et j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur tous ces, nous on appelle ça des distractions dangereuses, tout ce qui est CCUS, captage de carbone, un peu le mirage technologique, la licorne que John Kerry nous pointe sur le nez
à chaque instant en disant que finalement, on peut se tourner vers ces technologies-là, alors qu'on manque de temps pour garder le 1,5 degré à portée de main. La fenêtre de tir, elle est de plus en plus petite. Ce qui est génial avec une COP, c'est qu'il y a beaucoup de rapports qui sortent en amont et pendant. Et donc, on peut voir que finalement, le pourcentage de chance aujourd'hui est plutôt de 14%. Et quand on additionne toutes les NDC, on est plutôt sur un 2,7 degrés. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette distraction dangereuse technologique qui finalement peut avoir un impact sur le package énergie, même encore aujourd'hui, parce que sur les options, on a 3 options sur la table. Bon, la dernière, on va pas en parler parce que c'est no text, donc rien. Mais la deuxième option, il y a le mot unabated. Donc, Eric, si tu peux un peu nous en dire plus là-dessus et le danger que ça représente réellement. Absolument. Ben, je pense on doit, je pense, avant d'avoir cette discussion, partir d'un fait. Je vais prendre les grandes pétrolières, en ce moment, font énormément de profits et canalisent ces profits vers de l'exploration de nouveaux gisements qu'ils veulent mettre en production. Je vais prendre juste le cas d'Exxon qui a annoncé cette semaine les prévisions de profits records dans le prochain cycle de 4 ans, qui mise beaucoup sur l'ouverture d'extraction en Guyane, en haute mer, dans la mer des Caraïbes, qui mise aussi sur l'expansion de l'extraction dans le Permien, au Texas. Donc, il faut partir de ce fait qu'il y a une pression de la part des extracteurs qui continuent d'explorer, qui continuent de prévoir l'ouverture de nouveaux gisements. Alors, après ça, ben, la réaction, puis je pense que c'était bien dit par tantôt, c'est phase down, phase out, abatement. Dans les 3 options sur la table, j'essaie de trouver des mots en français: réduction, élimination ou compensation. La compensation technologique, c'est l'illusion qu'on pourrait, à travers 2 technologies principales, la capture directe du CO2 ou la capture à la source d'émission de CO2. Ces 2 technologies permettraient de continuer un modèle basé sur la combustion. Bon, ces 2 technologies qui sont immatures, c'est des technologies qui sont encore à l'état de prototypes expérimentaux. Le CCUS, les cas de déploiement important industriel qu'on connaît sous-performent, sont extrêmement chers, requièrent souvent de 20 à 33% de l'énergie en su. Donc, sur le plan énergétique, vraiment pas performant. Alors, imaginez un monde dans lequel on est un business as usual au niveau de la combustion et qu'on se raccroche à ces mécanismes, implique un monde où les investissements extrêmement précieux qu'on a besoin de faire en énergie renouvelable seraient avalés par ce secteur-là, d'une part, et d'autre part, on aurait besoin d'augmenter notre production énergétique pour pouvoir faire fonctionner ces dispositifs. Donc on est devant en ce moment des distractions. Mais en même temps, du point de vue, je pense, de l'industrie pétrolière et des pays qui dépendent de cette industrie, bien, ça permet de sauver les infrastructures puis les actifs. C'est ça vraiment l'enjeu, c'est des milliards en actifs. Puis c'est des modèles d'affaires qui ont été bâtis sur 120, 150 ans, qui sont là et à lesquels on s'attaque en ce moment. Et on l'a vu, les grandes pétrolières n'ont pas manifesté de désir fondamental de vouloir modifier leur modèle d'affaires, mise sur ces technologies, puis mise aussi sur les technologies intermédiaires là, dont on pourrait éventuellement parler de l'hydrogène, les carburants synthétiques, qui sont un peu une manière de prolonger les infrastructures, mais en même temps avec une fraction de carburant divers qui serait comme de 5, 10, 20% finalement. Puis le reste, ça serait des carburants fossiles. Donc, il y a vraiment un enjeu, je pense, important. Puis malheureusement, certains pays, comme le Canada, continuent d'encourager ces distractions-là à travers des programmes de crédit d'impôt en particulier. Moi, je mets ça dans le lot des mauvaises subventions. À part, puis là, je vais terminer là-dessus, c'est sûr que pour certains procédés industriels très spécifiques, pensons au ciment, pensons à certaines manières de transformer l'acier, mais pas toutes, hein, certaines technologies très spécifiques par rapport à l'acier, on aurait besoin de capturer le CO2, puis on pourrait s'en servir pour effectivement peut-être faire du carburant synthétique pour pouvoir peut-être voler en avion. Il y a des petites boucles industrielles, mais ça prend de la planification. Ce n'est pas le marché qui est capable de faire ça. Et ce n'est pas les solutions mur à mur comme on les présente en ce moment. Moi, ça serait mon 2 cents là-dessus. Merci beaucoup, Eric. Je vais ajouter mon 2 cents à moi. C'est que aussi en France, on a ces conversations-là, notamment sur le ciment. Mais malheureusement, on voit que la conversation nationale et la conversation à l'international, ça ouvre pas la même chose.
C'est-à-dire qu'on est capable de dire au national, bon, ben voilà, le CCS pour des cas très, très spécifiques, en dernier recours, etc. Le problème, c'est que là, c'est le risque d'ouverture de la boîte de Pandore, si jamais on va là-dessus ici. Donc, c'est vrai qu'à la fin de cette première semaine, on est toujours sur, en tout cas, société civile et réseau international, on n'ouvre pas cette boîte-là, on ne veut pas du unabated. Et si, quand bien même il y arrive, il va falloir l'encadrer. Il va falloir faire en sorte qu'il soit compris d'une certaine manière qu'en effet, ça ne puisse pas être une solution magique et que ce soit vraiment utilisé que dans des cas très, très spécifiques comme le ciment. Caroline, rush après le temps parce qu'aujourd'hui, on nous a soufflé que le Canada allait faire un annoncement d'une certaine loi et je vais laisser Caroline l'introduire. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment on en est arrivé là? Parce que je pense que le réseau Action Climat Canada a fait beaucoup et je pense que c'est bien de montrer que la pression de la société civile, justement, elle a un impact finalement. Mais avant que je fasse ça, je vais juste m'assurer d'avoir le bon vêtement pour le faire. Alors, oui, c'est mon Emissions Cap, si vous comprenez le jeu de mots. En fait, un accessoire mode qui fait fureur à la COP à Dubaï. Sans blague, le Washington Post en parle. Nos collègues se l'arrachent. Donc, c'est bien rigolo tout ça, mais c'est quand même un outil de plaidoyer et ça a fait en sorte que ça a mis la question du plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier vraiment au sommet des politiques discutées et ça a fait augmenter la pression sur le Canada. Donc, ce fameux plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier a été promis à Glasgow, à la COP26, par le premier ministre Justin Trudeau. Ça fait plus de 2 ans qu'on l'attend. Et finalement, ce qu'on sait, c'est qu'au cours des prochaines heures, un cadre réglementaire va être publié. Et ça, c'est vraiment le résultat de la pression, de l'activisme de personnes à l'intérieur et à l'extérieur des gouvernements. Donc voilà, au Canada, on le sait, les provinces, ce sont elles qui ont juridiction sur les ressources naturelles et donc sur la production directement. Le gouvernement vient utiliser un peu les outils qu'il a, puis on sait par l'entremise de la Cour suprême qu'il a juridiction sur les émissions de gaz à effet de serre et donc c'est à elle qu'il vient s'attaquer, mais c'est vraiment la première fois que le gouvernement va enfin ne pas laisser, lapsus, ne pas laisser ce secteur qui est responsable du fait que le Canada a raté ses cibles climatiques jusqu'à maintenant. C'est une façon de pointer cette industrie du doigt et enfin s'attaquer à l'éléphant dans la pièce des politiques climatiques canadiennes. Donc, la question du plafonnement, ce qu'on doit s'assurer, c'est que c'est un mécanisme qui est robuste et donc qu'on ne permette pas de flexibilité, de souplesse pour les entreprises comme des allocations gratuites, des compensations carbone. Éric parlait de ces fausses solutions, de ces fausses bonnes idées. Malheureusement, je pense qu'on va en voir un petit peu dans le cadre réglementaire. Il y a également la question de la cible, de l'ambition de la cible. On veut que ce secteur fasse enfin sa juste part de l'effort national du Canada, hein, parce que pendant que le pétrole et le gaz augmentaient ses émissions de 88 depuis 90, les autres secteurs de l'économie, les autres travailleurs, les autres consommateurs étaient, eux, en train de réduire leurs émissions. Et donc, la rigueur, l'ambition de la cible va être fondamentale. Et finalement, la question des délais. On ne peut plus attendre. Là, on a un cadre réglementaire, mais ce n'est pas la réglementation. Et on demande au gouvernement d'accélérer le pas pour serrer la vis à ces entreprises et de déposer ces réglementations en février. Je m'excuse, mon cerveau est en mode top, donc un peu fatigué. Donc voilà, au plus tard en février, parce qu'on le sait, sinon ça ouvre la porte à l'industrie fossile et à ses alliés politiques, pour ne pas nommer Danielle Smith, entre autres, de continuer à faire dérailler finalement le processus et ça s'inscrit dans le même pattern, si on veut, de lobby finalement pour retarder l'action climatique. Est-ce que tu as un conseil d'ici février de ce qui est possible de faire en termes de pression?
Je pense que collectivement, on a vraiment augmenté le volume sur cette campagne au cours des derniers mois. On se rappelle aussi, collectivement, on avait mis la pression, ce qui avait résulté à ce que le premier ministre Justin Trudeau, lors du sommet de l'ambition climatique à New York, avait finalement dit oui, on va publier ce cadre réglementaire d'ici la fin de l'année. Mais il faut continuer à travailler ensemble. C'est sûr que le réseau Action Climat, on va partager l'information, comment s'engager dans les campagnes, mais j'invite vraiment à tout le monde à mettre la pression, particulièrement sur vos députés. On le sait, les députés du Québec jouent un rôle vraiment important, particulièrement dans le contexte politique présentement avec les élections qui vont qui rôdent aux alentours, pour le dire comme ça. Et donc, voilà, peut-être que c'est ça que je dirais. La démocratie, ça ne se joue pas juste quand on vote, mais ça se joue à chaque jour quand on signale à nos élus comme citoyens quelles sont nos attentes envers eux. Merci, Caro. Bon, Caro, comme vous l'aurez compris, elle a beaucoup d'interviews à donner et elle a beaucoup de réunions à faire, donc elle va devoir nous quitter. Merci beaucoup pour tous les ajouts. Et puis, je te retrouve tout à l'heure. Oui, merci tout le monde. Désolée pour ça. Au revoir. Et je veux bien que tu rendes ma casquette. Je vais donner la casquette à Gaïa parce que, comme vous le savez, c'est très convoité. Elle veut Exactement, s'assurer je veux pas la perdre. Elle veut s'assurer de pas la perdre. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. C'est beau, Caro. Oui, parce que là, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, on est vraiment dans le tournant vers cette deuxième semaine. Donc voilà, tous les groupes de travail du CAN se retrouvent et en même temps, les journalistes, notamment canadiens, cherchent à avoir beaucoup d'informations sur la sortie de cette loi. Et du coup, Caro a un gros travail aussi de vulgarisation pour expliquer concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il n'y a pas, etc. Donc c'est pour ça qu'on excusera son absence. Donc Éric, nous allons finir en duo notre petit déjeuner. Mais du coup, j'aimerais en profiter peut-être pour faire un focus Québec. Parce que est-ce que tu as suivi tout ce qui s'est passé autour de Boga et notamment le rôle que le Québec y joue? Et ça, c'était aussi intéressant, je pense, d'aller sur ce terrain-là. Et j'ajouterais aussi que pour la première fois, il y a un pays africain qui a rejoint Boga. Et ça, c'est intéressant dans le contexte des COP parce qu'en fait, on voit qu'on essaye de casser le narratif je produis parce que vous consommez. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à détruire parce que sans ça, en fait, on ne s'en sortira pas. Il faut vraiment que les pays producteurs et pays consommateurs, main dans la main, travaillent ensemble. Et pour le coup, Boga, tout au long de l'année, est devenu un peu la porte d'entrée des États qui se disaient, OK, moi, je veux une sortie juste équitable de toutes les énergies fossiles. Donc, j'aimerais bien avoir un peu le rôle de leadership que peut avoir le Québec et un peu le rôle de Boga, finalement. Le rôle de Boga, Boga, premièrement, c'est Beyond Oil and Gas. Hein, c'est l'idée d'une association de juridiction, parce qu'ici, le Québec n'est pas un pays, mais une juridiction subnationale, mais qui a quand même une prise sur ses ressources naturelles, donc qui exerce une souveraineté sur l'extraction des ressources naturelles. Et c'est à ce titre qu'elle a pu passer une législation dont le titre c'était pour une sortie de l'extraction des énergies fossiles. Et donc, depuis la mise en place de cette loi, il n'y a plus de possibilité d'extraire du gaz, du pétrole ou du charbon du sol québécois. On a révoqué les droits d'extraire. Ça s'est fait suite à une longue pression, plusieurs campagnes de la société civile au Québec contre des projets soit d'extraction ou de transport et d'exportation. Donc, des projets de pipeline qui venaient de l'Ouest, des projets de gazoduc, et auparavant, le mouvement contre les gaz de schiste. Donc, ça s'inscrivait, et aussi d'opposition à Gaspésie à l'exploration d'un potentiel pétrolier. Alors, c'est vraiment, je pense, ce qui a fait la différence au Québec, c'est cette société civile très organisée qui a fait pression et en même temps, un contexte, je pense, important, énergétique, où la moitié de l'énergie du Québec provient des énergies renouvelables. On a des gisements quand même, on a des gisements conséquents de gaz de schiste, mais on n'avait pas d'historique d'extraction, on n'a pas d'industrie historique ici au Québec. Et donc, ça facilitait la mesure. En même temps, une fois que cette mesure-là est faite, la contrepartie, et c'est maintenant où le débat est au Québec,
c'est un plan de transition. C'est une mobilisation de la société pour envisager une décarbonation de son économie. Alors, je dirais que le débat au Québec maintenant est passé de ce côté-là, avec la publication par Hydro-Québec d'un plan d'action 2035 qui nous montre un premier scénario. Je ne pense pas que ça va être le seul qu'on va voir, mais un premier scénario de décarbonation presque intégrale de l'économie québécoise et d'électrification. Donc, je dirais que donc l'utilité du BOGA est double. C'est d'étendre les no-drill zones, les endroits sur la planète où on ne pourra plus extraire, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi pour les pays qui font le saut, ben, il faut après ça, si on n'extrait pas, sur son propre sol, on n'a pas exporté la contrainte ailleurs. On doit envisager sérieusement une décarbonation. Je pense que c'est ça l'intérêt de BOGA. C'est ce double mouvement. Merci beaucoup, Éric. Je profite pour répondre à Papé Ousmane qui me posait la question dans le chat. Est-ce que des pays ont imposé l'interdiction des voitures thermiques d'ici des années? Je pense. Du coup, on cible le 2035, la fin des véhicules thermiques, et ce qui permet aussi de faire le lien avec la nécessité d'avoir des dates précises sur la fin de l'utilisation de certaines énergies, que ce soit le charbon, le gaz et le pétrole. Et pour le coup, il va falloir une approche différenciée selon les États, ça c'est certain. Merci beaucoup, Éric, en tout cas pour tous les apports autour de BOGA et le rôle qu'il va pouvoir jouer. Moi, je me demandais également au Québec, selon toi, quand on parle de mettre en œuvre la transition juste et le dialogue qu'il est important de mettre en place pour s'assurer justement que toutes les personnes qui sont concernées soient impliquées, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce volet-là, notamment avec la vision Québec voit comme opportunité et possiblement frein? Oui, absolument. Au Québec, donc, il y a ce mouvement qui a lutté contre l'expansion des projets d'énergie fossile, qui est un mouvement historique assez important, qui réunissait, et c'est ça la particularité du mouvement au Québec. Oui, on avait les groupes environnementaux, les mouvements citoyens sur le terrain, mais on avait aussi le mouvement syndical. Et donc, le mouvement syndical qui, lui, portait ce projet de transition juste, avec la définition très proche là, du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail, excusez-moi, de l'OIT. Et donc, ça a donné lieu, on appelle ça le Front commun sur la transition énergétique. Donc, ce front intervient dans les débats énergétiques depuis une bonne dizaine d'années. Et on a donc un débat de société. En même temps, le gouvernement québécois, devant, je pense, la robustesse du consensus qu'il faut sortir des énergies fossiles assez rapidement, qu'on a cette date butoir du 2035 pour les véhicules, par exemple, qu'on a un potentiel d'électrification, le gouvernement s'engage dans des gestes sous la forme d'investissement, sous la forme de soutien à l'émergence d'industrie, dans des gestes qui font la promotion d'une économie décarbonée. Par contre, là où je crois le bas blesse au Québec, c'est que c'est dans une optique plan d'affaires. On a l'impression que le gouvernement au Québec voit la transition plutôt comme des opportunités d'affaires que comme vraiment une transformation profonde des rapports sociaux, de la manière de consommer, de produire, qui doit être planifiée et qui demande de l'adhésion sociale, de l'adhésion pour pouvoir embarquer les gens dans une telle transformation. Ce n'est pas du tout la manière dont le gouvernement actuel envisage la transition. C'est vraiment comme des opportunités très ponctuelles d'affaires, telle usine de batterie, tel gisement éolien qu'on va faire convertir en hydrogène vert, par exemple. Donc, c'est des filières de développement. Et l'autre particularité de la manière dont en ce moment ça se dessine au Québec, c'est que c'est beaucoup à travers l'attraction d'investisseurs étrangers. Donc, on s'en va par exemple à la COP. On est présent à la COP. Le Québec est présent à la COP, mais beaucoup pour attirer les investisseurs étrangers. Plutôt que de planifier la transformation de l'économie. Hydro-Québec, cet automne, je viens d'en parler, a produit un plan d'action 2035 à la demande du gouvernement, qui est un premier scénario de planification intégrale. Et là, ça fait du bien d'avoir ce document-là. En même temps, le document est jugé problématique à bien des égards. On constate que l'effort en termes d'efficacité n'est pas vraiment au rendez-vous. Il n'y a pas vraiment de mesure forte de sobriété.
ont mis sur une expansion, même une augmentation de la production d'électricité pour développer le secteur des technologies vertes. Et ça requiert l'enmêchement de nouvelles rivières, la construction de nouveaux barrages dans un délai temporel très court et avec des investissements massifs. Là, on parle de centaines de milliards. Moi, je prends ce document-là d'Hydro-Québec et je pense que le mouvement le prend comme un premier scénario, mais il en faudrait d'autres. Et ça, c'est le défi. Ça va être à la société civile de forcer le gouvernement d'ouvrir le débat démocratique, de nous donner un forum non partisan qui est à l'extérieur donc des commissions de l'Assemblée nationale, un forum où on va pouvoir avoir cette discussion, cette grande discussion sur notre avenir énergétique. On a eu une consultation au printemps, mais c'était une consultation essentiellement d'experts et ça visait juste à voir les paramètres de la transition. Cet été, on a eu un sondage un peu n'importe quoi là, que le gouvernement nous a fait, c'est un questionnaire en ligne. Là, ce qu'on a besoin, c'est vraiment un forum. Et c'est une demande qui vient, il y a eu un manifeste pour l'avenir énergétique du Québec qui a été publié, signé par à peu près 80 organisations, des universitaires comme moi. Moi, je l'ai endossé, j'ai contribué à l'écrire, en fait. Donc, et on demande un débat de société. Nous, on est dans ce document porteur d'une certaine vision de l'avenir énergétique du Québec, basé sur les principes de la transition juste, les principes de la sobriété forte, les principes de soutenabilité forte, mais c'est une vision. On est prêt à entendre d'autres visions, mais ce qu'on veut, c'est un forum où on peut avoir ces discussions et un forum où les paramètres de la discussion sont informés par la science plutôt que par l'opinion ou par les plans d'affaires des multinationales qui veulent venir ici. C'est ça un peu l'état de la discussion, je dirais, au Québec en ce moment. Merci beaucoup, Eric. Ça fait pas mal le point avec l'état de la discussion ici aussi, où on a besoin d'adresser l'éléphant dans la pièce, basé en sciences pour ça. J'aimerais ouvrir un peu à une période de questions, s'il y en a dans la salle. Je pense que vous pouvez lever la main, peut-être ouvrir votre caméra. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des aspects Oui, c'est ça. logistiques, mais n'hésitez pas, en tout cas. Marie-Ève, ça marche. Vous levez la main, puis moi, je vous permettrai la parole. Sinon, vous pouvez poser toujours vos questions dans le chat, puis on va les lire et on va y répondre avec les panélistes. Donc, Et ne soyez pas timide. Et je vise Jennifer parce que je te reconnais. Je te vois, sache, dans la liste des participants et participantes. Cyril aussi, je te vois. Sinon, c'est qu'on a répondu à toutes les questions qui se posaient, ou bien qu'il est trop tôt. Eh oui, parce qu'il est assez tôt au Québec, finalement. Allô, Jennifer. Je ne vois pas de main se lever. Donc, ah, si, ça y est. Un, six, coucou. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Donc, allô Gaïa, toujours un plaisir. Je suis contente de te voir ce matin. Bonjour, Monsieur Pinault. Bonjour. Super. J'ai une question d'actualité un petit peu. Là, j'ai vu hier sur CBC, dans le fond, qu'aujourd'hui, on devrait avoir des nouvelles par rapport au plafonnement du secteur pétrogazier au Canada. Donc, je sais que ça ne serait pas un premier draft du projet de règlement. Tout de même, on aurait un document de travail qui sortirait. Donc, je ne sais pas un petit peu si vous aviez eu des échos, vous, de votre côté, ou c'est ça, des réactions de la société civile par rapport à cette fuite d'informations-là. Donc, ça devrait être aujourd'hui. Donc, j'aimerais avoir un peu le pouls, si c'est possible. En effet, Caro est partie, mais elle expliquait qu'en fait, il y a eu beaucoup. Ah, ça a coupé Gaïa. C'est ça, c'est Gaïa qui coupe. OK. Question directement au ministre de l'Environnement. À la COP, je coupe, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, on t'entend, mais on n'a pas entendu la première partie de ta réponse. vous pourrez peut-être fermer ta caméra, Gaïa. Ouais. Et je disais que Caro, qui nous a quittés, expliquait ça en introduction. Il y a une promesse qui a été faite il y a 2 ans et après, il y a eu une grosse pression du
de la société civile, notamment québécoise et canadienne, sur le fait qu'il faut délivrer, qu'il faut sortir le texte. À la COP, il y a aussi eu beaucoup de mobilisation en utilisant des outils variés, notamment la casquette avec marqué émission. Le fait est que oui, en effet, normalement, il devrait aujourd'hui c'est pour ça que Caroline nous a quittés, c'est parce que les médias veulent aussi en savoir un peu plus et normalement on devrait avoir des éléments. Donc ce que je vous invite à faire, c'est en effet de suivre ça de près très bientôt. Merci Gaïa. Oui, en effet, je me suis connectée durant la seconde demi-heure, donc j'ai manqué cette première portion. Donc, merci beaucoup. Peut-être juste un petit mot là-dessus que moi, je pourrais rajouter. Moi, il y a des affaires que je vais surveiller puis Caroline les a soulignées tantôt. Je pense que c'est important de les rappeler. Bon, le délai de mise en œuvre, oui, OK. La cible, bon, la hauteur du plafond. Est-ce que c'est un plafond qui baisse ou est-ce que c'est un plafond qui est fixe? Ça va être important. Le mécanisme de compensation, est-ce qu'il y en a? Sous quelle forme? J'imagine qu'il va en avoir, mais bon, est-ce que c'est des compensations réelles? C'est-à-dire qu'on doit effectivement éliminer une tonne de CO2 pour pouvoir compenser, ou est-ce que c'est une compensation qui est purement financière, où on paye dans un fonds? Et là, ça pose toute la question après à quoi va servir ce fonds. Et finalement, à quoi va servir les revenus que va générer le système de plafonnement, parce que si on va vers un système de plafonnement comme on connaît dans les marchés de carbone, ça va générer des revenus. Est-ce que ça va être détourné vers des distractions comme justement la capture séquestration de carbone, ou est-ce que ça va aller dans le financement du déploiement des énergies excusez-moi, renouvelables? Alors moi, c'est un ensemble de questions dont je me pose, et est-ce que les effets du plafond sur l'emploi ont été analysés, et en quoi certaines mesures de transition juste pourraient aussi être mises en place pour accompagner les travailleurs qui vont peut-être perdre leur emploi compte tenu du fonctionnement du plafond? Oui, dernier élément aussi, est-ce qu'on va pouvoir exporter nos compensations? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on va pouvoir, parce que je sais qu'en ce moment, puis je suis sûr, Gaïa, que vous le voyez, il y a beaucoup de hype aussi en ce moment à cette COP autour de l'idée qu'on pourrait avoir un marché international de crédit carbone, qu'on pourrait avoir certains pays qui sont tentés d'ouvrir leur territoire pour se servir de puits de carbone et de monétiser ces compensations. Donc, est-ce que ça va rentrer dans le système ou pas? Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Oui, tu pointes une problématique qui prend plus autour de cette COP, c'est tout ce qui a trait en effet à ce marché carbone international, les marchés carbone volontaires également, tout ce qui a trait autour de l'article 6. Et pour le coup, moi, je peux vous dire que l'Union européenne et la France sont plutôt fans de ces manières de faire, parce qu'en fait, c'est des pays qui n'ont pas tenu leurs promesses financières. Qui cherchent des voies de sortie en fait sur comment faire en utilisant toujours le marché pour répondre aux besoins financiers liés aux impacts des changements climatiques. Mais en soi, nous, encore une fois, on est très, très vigilants sur les dangers que ça représente et le fait que ça devienne un droit pollué et qu'il y ait une approche aussi qui soit très, très coloniale, parce qu'en fait, on impose on impose ce marché carbone, on impose encore une nouvelle fois nos règles. Et là, ça m'amène à parler globalement en fait, de la nécessité de réformer toute l'architecture financière. Pour le coup, c'est aussi des discussions qu'on a à la COP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la COP 27, Mia Mottley avait fait un discours très intéressant, très impactant sur la nécessité de réformer nos institutions et notre système financier. Il y a eu en juin à Paris un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, rien que ça. Et on retrouve beaucoup d'éléments en lien avec le marché carbone. Donc oui, il va falloir être extrêmement vigilant sur la place que vont prendre ces marchés-là et la place qu'ils prennent déjà en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et je ne vois pas de nouvelles questions. Eh ben, nous avons tous gagné 15 minutes sur vous, votre matinée et moi, ma soirée. Je vous invite à prendre un bon petit déjeuner, à continuer à suivre l'équipe des dialogues
qui a fait un travail extraordinaire pour s'assurer que les gens qui ne sont pas au cœur de la COP puissent suivre ce qui s'y passe. Et la pression, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est vraiment importante. La présidence aussi est très sensible à tout ce qui a trait à la communication, comme vous avez pu le voir lors des dernières, on va dire, super scoops qui sont sortis dans le Guardian, comme quoi on avait une présidence qui ne suivait pas la science, qui a été contrainte de faire une conférence de presse sur le sujet. Donc voilà, on a vraiment besoin de toutes les forces, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. Merci Gaïa. Passe une belle soirée pour toi, hein, plutôt. Ouais. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous invite évidemment à répondre au sondage qui va être mis dans le chat. Et je vous remercie. Je vous vois à midi pour le panel sur la mobilisation. Merci.